Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti de vidéo avis et du coup je me suis dit bah tiens je vais rattraper tous les avis, tous les films que j'ai vus en 2019 d'un seul coup, comme ça après on va repartir sur un avis, un film. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, pas du tout, mais je suis lancée donc allons-y. Mary Poppins le retour. C'est une suite qui ressemble plus à un remake en fait. Bon, c'est pas trop pourquoi ils ont voulu faire ça, mais cette Mary Poppins a quelque chose de plus moderne que l'ancienne. Je trouve qu'il y a une très belle direction artistique dans les costumes, dans les effets spéciaux. Voilà, ça fait moins vieillot bien sûr. Et Emily Blunt est super en Mary Poppins. Mais après, il y a quand même des défauts qu'on reproche souvent aux films de Disney, c'est-à-dire de pas prendre beaucoup de risques, d'être assez politiquement correct, voilà, d'avoir une morale un peu gnangnatte. Bienvenue à Marwen. C'est Robert Zemeckis qui prend les plus emblématiques films de sa filmographie, qui les a mis dans un shaker et qui les a secoués, et ça donne du coup ce film qui est pas mauvais en soi, c'est juste qu'il y a une impression de déjà vu. On a des plans séquences, on a de la motion capture, on a le personnage principal qui ressemble beaucoup à Forrest Gump, on a une DeLorean, et il y a même une ville que pour les personnages de poupées, comme dans Qui veut la peau de Roger Rabbit avec Toontown. Donc voilà, c'est pas mauvais, c'est juste que c'est déjà vu. Mais après, Steve Carell, il est au top. Creed 2, c'est une suite de films de sport. Du coup, l'intrigue, elle est assez cliché, c'est-à-dire qu'on a Creed qui est devenu champion du monde, qui prend la grosse tête, qui se fait défoncer par un mec qui sort de nulle part et qui, du coup, le remet à sa place. Et Creed, pour redevenir champion du monde, bah, il va devoir apprendre que le plus important, bah, c'est la famille et qu'il faut toujours écouter Rocky. Les passages que j'ai préférés, je pense que c'est les passages avec la famille russe, parce que du coup, ça fait beaucoup d'écho avec les vieux Rocky, comme Rocky 4 par exemple. Sylvester Stallone se battait contre un russe. Est-ce que c'est la nostalgie qui parle? Par contre, le premier Creed était vachement bien. Ça, y a rien à dire. Mia et le lion blanc. C'est un film tourné sur plusieurs années, donc on voit l'actrice enfant, puis ensuite devenir de plus en plus grande. On voit le petit lion aussi grandir, donc ça c'est pas mal, mais je trouve l'héroïne insupportable. C'est une gamine, le monde tourne autour d'elle, elle pense qu'à elle pense pas aux autres, enfin il y a quelque chose de très égoïste avec ce personnage que je n'aime pas du tout. Il y a un petit côté en plus Madame je sais tout, voilà, pour moi ça colle pas trop. Après, il y a un lion dedans, un lion blanc en plus, donc j'aime beaucoup les animaux, du coup on le voit beaucoup. Je pense que ce film c'est une réponse en fait à l'affaire Cécile le lion. Cécile c'était un lion très populaire, je crois au Zimbabwe, qui a été abattu par un dentiste américain et l'affaire avait beaucoup ému le monde entier, les Américains en ont parlé, voilà, il y a vraiment un truc. Il y a même des documentaires du coup qui sont sortis sur la chasse sur les lions. Et voilà, c'est un sujet compliqué parce qu'en même temps, bah, c'est de l'argent. Le gouvernement dans ces pays-là ne met rien en place pour limiter au maximum ces chasses. Et voilà, je trouve que c'est dommage. Voilà, si vous aimez l'Afrique, si vous aimez les lions, bah, vous allez en prendre du plaisir. Ça m'a fait penser sur le principe au film Deux frères de Jean-Jacques Hano, où on a du coup une histoire avec deux tigres et Good Doctor. Edmond. C'est la première grosse claque de cette année, c'est un film qui donne envie d'aller au théâtre et qui donne envie de lire du théâtre, de lire Cyrano de Bergerac. C'est une histoire de Edmond Rostand qui écrit Cyrano de Bergerac et qui le monte en à peine quelques semaines. Une histoire vraie et c'est juste génial. Moi j'ai découvert il y a même pas un an Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu et je me suis dit pourquoi personne ne m'a montré ce film avant, c'est vraiment trop bien. Je vous recommande de voir Cyrano de Bergerac en film, aussi au théâtre si vous avez la possibilité, de voir Edmond en film et aussi sur scène. Enfin à la base c'est un scénario qui est devenu une pièce de théâtre et avec son succès bah, ils ont eu suffisamment d'argent pour faire le film. C'est vraiment un mini-mélo de circonstances entre théâtre et cinéma et ça correspond bien avec l'histoire qu'il nous raconte. Je pense sincèrement que ce film va faire un tabac au César prochain. Du moins je l'espère pour lui, je l'espère au moins pour le César du meilleur premier film, parce que c'est vraiment un film qui a beaucoup de qualité, tous les gens qui l'ont vu autour de moi l'ont beaucoup apprécié, et c'est le succès que je lui souhaite. L'Empereur de Paris. Je pense que ce film m'a déçue parce que c'est l'histoire de Vidocq, qui est le tout premier détective, qui va inspirer entre autres Arsène Lupin et Sherlock Holmes. Sauf que dans ce film, on le voit pas faire des trucs de détective en fait. C'est-à-dire, on le voit pas mener des enquêtes, avoir des preuves, des fausses pistes, interroger des gens, faire des rencontres. C'est limite si dans ce film, il est pas au courant déjà de qui sont les coupables avant même que le crime soit commis. Parce qu'il les connaît déjà et ça change pas en fait. On sait qui sont les méchants, on sait qui est le gentil. Est-ce que Vidocq est démodé par rapport aux nouveaux détectives plus populaires? Je ne sais pas, mais voilà. Après le film il a de la gueule. Franchement il a des très beaux décors, de très beaux costumes. Il y a vraiment une ambiance pour recréer le 19e siècle. Je trouve que ça a de la gueule. Glace.
Pendant que tout le monde se bataillait entre Marvel et DC pour savoir qui était le meilleur, eh bien Shyamalan sort de nulle part sa trilogie de super-héros et c'est la meilleure saga de films de super-héros de ce début du XXIe siècle. Vraiment, c'est très très bien, c'est très très fort. Moi je connaissais pas Incassable, j'avais vu Split d'abord et du coup je ne comprenais pas pourquoi il y avait Bruce Willis à la fin. Ensuite, j'ai rattrapé Incassable et forcément, c'est juste trop bien et j'attendais avec impatience Glass. Et même si on sait que Shyamalan, et voilà, il aime beaucoup faire des twists, des révélations, des retournements de situation vraiment incroyables, même si on sait ça et qu'on essaye de capter un peu les éléments pour pas être surpris, il nous prend par derrière, il nous met une claque. La fin est très bien trouvée et conclut très bien cette saga parce qu'apparemment il n'y aura pas d'autres volets. C'est une trilogie et ça fonctionne très bien en tant que tel. Split, c'est du coup pour le personnage qui a plusieurs personnalités. Incassable, bah, c'est pour David Dunt, je crois que ça se prononce comme ça, je crois que c'est son personnage, bah, du coup c'est pour Willis, Incassable, et bah, Glass, bah, du coup c'est pour Mr. Glass, interprété par Samuel L. Jackson, qui est l'homme de verre, celui qui a une maladie, qui en fait fait que ses os se cassent hyper facilement, et c'est lui le super vilain on va dire, il a un cerveau hyper intelligent et il monte des plans machiavéliques, wow, c'est juste beaucoup trop fort pour nous. Voilà, je vous recommande évidemment de voir d'abord Incassable et Split, déjà parce que ce sont d'excellents films, pour pouvoir encore mieux apprécier Glass que si vous n'avez pas vu les autres films. L'incroyable histoire de Monsieur Cheval. Alors même si l'histoire est vraie et que ça m'a donné envie de découvrir l'œuvre de ce monsieur, à part la performance des acteurs, je ne retiens pas grand chose de ce film. Il est assez déprimant par rapport à la vie de ce monsieur, qui vit quand même beaucoup d'épisodes pas très joyeux. Ben is back. Je pensais détester ce film parce que je pensais que c'était un film qui en fait était là un peu pour sublimer la star, du coup Julia Roberts, avec des scènes larmoyantes. Il n'en est rien, c'est un très beau film sur une famille qui subit les conséquences d'un de leurs enfants, qui est en fait addict à la drogue, qui revient d'un centre de désintoxication et qui doit faire face du coup aux conséquences là-dessus, puisqu'il y a des gens qu'il connaît en ville, qui le connaissent par rapport à la drogue, tout ça, du coup, voilà, faut gérer ça, et en plus, faut gérer la confiance qui est perdue entre lui et sa mère, qui est Julia Roberts, parce que, bah, elle peut pas lui faire confiance. Les personnes addictes, que ce soit à la drogue ou à d'autres trucs, ce sont des personnes qui mentent très très bien, car ils se mentent limite à eux-mêmes, tu vois. Du coup, c'est compliqué. Mais le film est très beau, il y a de très belles scènes, il y a des... Même si l'histoire elle est simple et que voilà, on se dit bah, ça n'a pas besoin d'un gros budget ou d'effets spéciaux, l'histoire elle est très belle, il y a des retournements de situation, il y a du suspense, et puis les acteurs sont excellents. C'est un film vraiment grosse surprise et je suis pas mécontente de l'avoir découvert au cinéma. Et je vous le recommande évidemment. Green Book, je suis très contente que ce soit ce film qui ait eu l'Oscar du meilleur film parce que je trouve son histoire très intelligente, avec la question du racisme, tout ça, et des conséquences. Je trouve en plus que les acteurs sont géniaux, je trouve que l'histoire elle est belle, c'est une histoire vraie en plus. Il a tout pour plaire ce film, enfin en tout cas pour me plaire à moi. Il m'a fait penser aussi à Les Figures de l'ombre et à La couleur des sentiments, qui sont deux films américains qui parlent de la ségrégation aux États-Unis, voilà, à travers un point de vue féminin par contre. Ce sont également des films que je vous recommande parce qu'ils sont trop bien. Un beau voyou. C'est une première déception de l'année, c'est un film que vous n'avez certainement pas entendu parler. C'est une histoire de tableau volé tout simplement. Et même si cette base-là a tout pour me plaire, j'ai trouvé ce film assez vide en fait et assez ennuyeux. Voilà, ça ne m'a pas marqué dans le bon sens. La Mule. J'ai vu très peu de films de Clint Eastwood dans ma vie et très peu de films avec Clint Eastwood et j'ai trouvé le film vraiment cool, vraiment sympa. En plus, c'est encore une fois une histoire vraie sur le plus vieux, comment on appelle ça, la mule tout simplement, c'est la personne qui transporte la drogue d'un point A à un point B. Et voilà, et je trouve, et en plus moi j'ai eu la chance d'avoir un cours sur Clint Eastwood, sur sa filmographie, tout ça, et du coup ça permet de repérer des choses et d'avoir une nouvelle lecture sur ce film. Et vraiment, dans le cadre de la carrière de Clint Eastwood, je trouve que c'est un film qui s'inscrit beaucoup dans sa carrière, par rapport à lui-même, à sa vie privée, à son image, tout ça. Minuscule 2, j'avais beaucoup aimé le premier film, qui était trop mignon, avec cette espèce d'animation assez minimaliste en fait. Parce que voilà, par rapport à l'image, tout ça, il filme, il me semble que c'est des plans en prise de vue réelle, et ensuite il rajoute les insectes, et les insectes sont tout petits par rapport à l'image, du coup c'est vraiment des petites taches un peu partout. Et voilà, et je trouve que pour ce deuxième film, la magie opère à nouveau, il est très bien, et voilà, c'est un film qu'on peut montrer aux plus petits et qui peuvent plaire aux plus grands. Mention spéciale à la scène de Tarentule, qui est plus vraie que nature, pour le plus grand plaisir des arachnophobes, dont je fais partie. Qu'est-ce qu'on a encore fait, oh mon dieu?
Écoutez, moi, lorsque le premier volet est sorti, j'avais pas spécialement de problème avec ce film. Je trouvais au contraire, comme il se moquait de tout le monde, je trouvais pas que ça visait un racisme en particulier, même si voilà, il y en a qui démontrent le contraire. Du coup, pour cette suite, je trouve qu'ils ont réussi à récupérer ce qui plaisait dans le premier film et à nuancer ce qui avait déplu. Par exemple, je trouve que les maris, le chinois, le musulman, le juif et le noir, évoquent dans leur dialogue le sentiment, je pense, de beaucoup de Français avec une origine étrangère. Voilà, je trouve que c'est un film qui s'inscrit dans notre actualité, tout simplement. Et je trouve qu'il y a des gags qui fonctionnent plutôt bien. La favorite. Alors, je pense que le genre en costume, tout ça, les films d'époque, je pense que c'est mon genre préféré. Mais par contre, ce film, c'est un ovni et il ressemble à rien de ce que j'ai pu voir concernant des films sur la royauté. Parce que ce film, il est malaisant, il est malsain, il est mesquin. Enfin, il y a quelque chose vraiment de bizarre et d'étrange avec ce film dans sa mise en scène. Avec, par exemple, cette caméra qui pivote d'un point à un autre, avec un effet de fisheye, donc on voit très bien, donc les décors autour de nous sont déformés. Et puis il y a des moments aussi où il y a des plans sur les visages, assez près, enfin du moins qui se rapprochent, et qui durent très longtemps. Mais vraiment, ils durent beaucoup trop longtemps, et du coup ça donne un sentiment de folie, mais de folie silencieuse. Je pense à La Reine, elle est complètement folle. Et l'Oscar est vraiment mérité pour Olivia Colman. Nicky Larson. Je faisais partie de la minorité à dire aux gens, lorsque la bande-annonce est sortie, d'attendre le film avant de pouvoir juger sa qualité. Et je suis très contente de voir que beaucoup de personnes qui ont craché dessus d'abord sont revenues sur leurs propos et ont dit qu'en fait, non, le film, il est très bien. Surtout pour une adaptation de manga. Philippe Lachaud, il est fan de Nicky Larson, il est fan du Club Dorothée, et à travers son métier de réalisateur et le succès de ses autres films, il a eu l'occasion de leur rendre hommage. Donc évidemment, il n'allait pas se planter. Au contraire, il allait faire quelque chose qui lui ressemble et qui plaît, je pense, aux plus grands fans de Nicky Larson et du Club Dorothée. Le film, il a plein de références là-dessus, et en plus, pour le cinéma français, Philippe Lachaud propose des scènes vraiment originales. Je pense par exemple à la scène de baston en point de vue subjectif, et c'est pas juste un plan, c'est vraiment toute la scène qui dure, avec des effets spéciaux, des incrustations, enfin des trucs où on se dit mais jamais on reverra ça dans un film français comme ça. Déjà une adaptation de manga en français, on n'aurait jamais vu ça autrement. Après, niveau humour, je me nuance là-dessus. Moi, il y a des blagues qui m'ont pas fait rire, mais c'est parce qu'on n'a pas le même. Je pense voilà, que c'est un genre d'humour qui moi ne m'atteint pas, et du coup ça fait que les blagues ne m'ont pas spécialement fait rire, même si je comprenais tout à fait la blague. Dragon 3. C'est un film qui clôt une trilogie, donc la trilogie Dragon de DreamWorks, et je trouve qu'il utilise pas mal de clichés, de facilités pour conclure une histoire. Vous pouvez vous douter de que va être la fin en fait. Comme ils ont fait pour Shrek 3, voilà, c'est des films qui clôt une histoire. Du coup, il faut bien la terminer, voilà, ils utilisent un petit peu des trucs qu'on a déjà vus en fait. Et je trouve aussi qu'en termes d'animation, ils sont pas vraiment poussés ou originales. Je pense par exemple à Dragon 2, qui lui pour le coup était vraiment une claque visuelle en termes d'animation, parce qu'en fait ils ont intégré dans leur film des dragons très très gros, enfin qui font la taille d'un immeuble et qui se déplacent très lentement parce qu'ils sont très forts, très puissants, et je trouvais que ça avait vraiment de la gueule en termes d'animation. Et là, les dragons, et du moins les nouveaux dragons qu'ils nous montrent, c'est pas le plus original. Cette dragonne blanche, ouais, c'est pour vendre des peluches en fait. Alita. Je connais pas du tout le manga, du coup je vais pas pouvoir faire un comparatif, et je trouve qu'il y a un gros problème en termes de développement des personnages qui sont très téléphonés. Je veux dire, la nana, l'héroïne, tombe amoureuse du premier mec qu'elle bouscule dans la rue. Vraiment, même Disney ne fait plus ça. Après, je trouve l'univers vraiment intéressant, vraiment beau visuellement, je trouve les effets spéciaux qui sont complètement fous. Voilà, il y a des effets spéciaux partout, sur l'actrice, sur les accessoires, sur les décors, sur les costumes. Et j'attends avec impatience évidemment Avatar 2, qui, je l'espère, sera une claque lui aussi en termes d'effets spéciaux. L'Aventure Lego 2, c'est une suite qui souffre de problèmes de suite, c'est-à-dire que leur histoire est moins intéressante. Ils essaient en fait de reprendre la même formule qui avait fonctionné pour le premier film. Il n'y a plus l'originalité, voilà, et même les chansons ne sont pas terribles. Voilà, c'est pas foufou comme histoire. Pourtant, c'est les mêmes scénaristes. Hein. Dragon Ball Super Broly. Je suis une grande fan de Dragon Ball, j'ai vu les animés, les OAV, j'ai lu les mangas, j'ai joué à certains jeux vidéo aussi. Je trouve que le film en fait réécrit bien l'histoire de Broly en proposant
des choses beaucoup plus cohérentes. Le fait par exemple que Broly ne soit plus un fou furieux par rapport à Son Goku mais plutôt par rapport à Vegeta, ça a plus de sens. Mais je préfère quand même l'ancien Broly, en tant que personnage du moins, parce que c'était un méchant qui se démarquait des autres méchants de DBZ, parce que lui pour le coup il était irraisonnable. Il y a beaucoup de méchants dans cette saga qui sont devenus gentils. Je pense à Yamcha, je pense à Tenshinhan, je pense à Piccolo, Vegeta, Boo même, c'est des méchants à la base, et grâce à Goku, grâce à son grand cœur, tout ça, ils sont passés du côté des gentils. Et là, ce Broly en fait, il était pas du tout comme ça parce que il était tellement colérique et tellement irraisonnable que il fallait le tuer durant le film, sinon c'était la pagaille, il allait juste tout détruire et il n'y avait pas moyen d'en faire un ami. Et du coup, pour ceux qui ont vu le film, vous vous doutez que du coup la fin ne me plaît pas trop. Mary Stuart, c'est un film d'époque, donc vous vous doutez que c'est le genre de film qui me plaît. C'est l'histoire vraie de deux prétendantes à la couronne du royaume. Ils ont rajouté en fait des trucs modernes au récit. Par exemple, le personnage du troubadour gay qui a une certaine importance auprès de la reine qui est réfugiée en Écosse. Ou par exemple, il dit à la reine qu'il se prend pour sa sœur. Et cette reine-là l'accepte tel qu'il est parce qu'elle est tolérante, parce qu'elle est machin. Je suis pas sûre que c'était le mot d'ordre dans ce genre de film. Ça aurait pu être plus subtil, plutôt que vraiment, là c'est vraiment appuyé quoi. Puis même la place des femmes, tout ça, on peut en discuter. Et puis j'aurais préféré voir plus Margot Robbie, qui est assez mis de côté en fait, son personnage. On le voit peut-être une demi-heure pendant le film. Alors que c'est une sacrée actrice. Je vous recommande de voir I, Tonya, où elle est juste incroyable. Même dans Suicide Squad, qui est vraiment pas terrible comme film, elle fait partie des éléments positifs au film. Vice, c'est ce film qui aurait dû avoir l'Oscar du meilleur montage pour son travail sur les archives et tout, plutôt que sur Bohemian Rhapsody, qui, dans ses dialogues, fait des coupures qui n'ont aucun sens. Il y a plein d'exemples sur internet, vous pouvez aller voir. C'est l'histoire du coup du vice-président de George W. Bush, du coup au début des années 2000, donc à la période du 11 septembre, tout ça. Et c'est un homme qui a eu une politique, qui a eu un impact sur les pays d'Afrique du Nord et dont les conséquences se ressentent encore aujourd'hui, même 20 ans après, avec du coup les gens qui fuient la guerre, qui fuient les régimes instables, les dictatures, et même l'armée américaine. J'aime beaucoup ce film parce qu'il explique des termes assez compliqués mais avec des images plutôt simples. Par exemple, au bout d'un moment, pour illustrer le fait qu'ils ont une politique très poussée, peu regardante auprès des droits de l'homme. Ils sont en fait dans un restaurant et le serveur présente en fait les différentes possibilités qu'ils peuvent faire, comme un menu en fait. Il parle de la prison, il parle du droit d'une certaine forme de torture, tout ça. Et à la fin, ils en concluent qu'ils prennent le tout. C'est le même réalisateur que The Big Short, pour ceux qui l'ont vu, où pareil, ils expliquent l'économie, mais avec des stars. C'est original parce que du coup, ça permet de ne pas être largué par des termes compliqués, par des procédures politiques qui en plus sont américaines, donc nous en France on les connaît encore moins. En plus, ce que j'aime beaucoup moi, c'est le titre parce que Vice, c'est pour vice-président, parce qu'en anglais Vice ça veut dire second, deuxième, et en français Vice ça s'écrit comme vice, et vice c'est le mal. Et du coup je trouve que même dans le titre ils ont réussi à intégrer vice-président et le mal, pour vous donner un peu une idée de qui est ce personnage. Je trouve ça très bien vu. Ralph 2.0, c'est un film qui, comme pour Lego Adventure 2, souffre des problèmes de suite, c'est-à-dire que c'est la même formule, mais un peu différemment. Il y a plein de choses qui ne collent pas, qui sont pas abouties. Moi j'avais beaucoup aimé le premier film par rapport à son scénario, je le trouvais vraiment trop bien. Et là, il y a plein de choses qui sont mises de côté ou en suspens. Et du coup, c'est moins intéressant, c'est moins drôle, les personnages sont moins marquants. Et en plus, ils ont créé des problèmes d'identité à Pénélope, ou Vanellope, je sais pas comment. Pénélope, Vanellope. Et je trouve que ça coule pas du tout avec son personnage. J'ai trouvé que les meilleures scènes, c'était celles avec les princesses Disney. Alors je sais pas si c'est mon côté fangirl qui parle ou la nostalgie. J'ai trouvé vraiment que c'était les princesses qui avaient les scènes les plus intéressantes du film. Et elles doivent apparaître à peu près 4 minutes. Donc vous embêtez pas à voir ce film. Vous trouverez les extraits probablement sur internet. Et voilà, c'était pas terrible comme film. Le Chant du Loup. Alors Le Chant du Loup, c'est un excellent film français, c'est un très bon thriller sur le monde de la marine, avec du coup ce François Civil qui interprète l'oreille d'or d'un sous-marin. Donc l'oreille d'or, c'est quelqu'un qui écoute les bruits et qui doit les analyser, donc il doit reconnaître à l'oreille s'il entend un bateau, s'il entend une baleine, s'il entend un sous-marin ennemi, un sous-marin allemand, que ce soit allemand, français,
russe ou je sais pas quoi. Et voilà, et je trouve vraiment que le film est très bien écrit, c'est par celui qui avait fait Quai d'Orsay. Et voilà, c'est un très bon film avec un très beau casting. Et c'est un film qui a coûté 20 millions d'euros. Et je sais que malgré son million d'entrées, il n'arrive pas à rembourser son budget. Et je trouve ça très dommage parce que du coup, ça fait que les autres producteurs ne vont pas oser investir autant de sous dans un film. Comme ça, en plus, avec un sujet un peu risqué, un peu innovant. Voilà, c'est dommage. J'espère que ce film pourra sortir à l'international. Il y a quand même Omar Sy, Reda Kateb et Mathieu Kassovitz. C'est des acteurs français qui sont connus à l'étranger, donc j'espère que ce film pourra se vendre à l'étranger et pouvoir rapporter au moins son budget, parce que c'est dommage, quoi. Et je pense que ce film, on va en entendre parler au César prochain aussi, et c'est un sérieux concurrent à Edmond, au moins pour le César du meilleur premier film. Je parle beaucoup des Césars, mais c'est parce que c'est un critère de qualité, et ces deux films, Edmond et Le Chant du Loup, méritent au moins des nominations. Du moins, je leur souhaite. Captain Marvel. Alors Captain Marvel, du coup, c'est le Wonder Woman, mais de Marvel. Et je trouve que, contrairement à Wonder Woman, Captain Marvel, c'est un bien meilleur film, voilà, qui est très divertissant, qui est très drôle. C'est une héroïne qui se démarque beaucoup des autres parce qu'elle a beaucoup de caractère, je la trouve très bien écrite. En plus, là, du coup, c'est son origin story et vraiment, je trouve que ça tient la route, que c'est original, que c'est intéressant. On nous prend pas pour des idiots, je trouve, avec ce film. En plus, il fait la part belle à Nick Fury, parce qu'en fait, dans les autres films Marvel, on le voit relativement peu. Mais il a jamais d'action importante au film. Et là, je trouve que vraiment on le voit de bout en bout et tout, et que voilà, les effets spéciaux pour rajeunir à Samuel L. Jackson fonctionnent très bien, et que son personnage est très bien écrit. Et puis, il y a le chat Goose, qui est un très bon sidekick. Je trouve que c'est un très bon Marvel en plus. Voilà. Après, j'ai quand même des défauts à dire au film. Je pense par exemple au design du costume de Captain Marvel dans l'espace, avec cette crête là, c'est ses cheveux qui sont mis en l'air. C'est moche. Exfiltré. Alors Exfiltré, c'est un film français sur une histoire vraie, celle de l'exfiltration d'une femme partie en Syrie avec son fils pour voilà. Elle n'est pas vraiment radicalisée parce qu'on la voit pas avoir des propos vraiment dangereux ou quoi. Lorsqu'elle est en Syrie, on la voit travailler dans une espèce de maternité et il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de trucs et on sent vraiment qu'elle essaye d'aider et voilà, elle n'a pas une idéologie extrémiste, je trouve. Après on peut nuancer bien évidemment. Et du coup, comme elle adhère pas vraiment aux islamistes extrémistes, du coup elle se retrouve piégée là-bas. Et lorsqu'elle veut retourner en France, c'est beaucoup plus compliqué, puisque déjà pour aller en Syrie, c'est pas simple. Mais alors pour en ressortir quand on est une femme et tout, c'est encore plus difficile, c'est ce qu'ils ont l'air de dire dans le film. Et du coup, elle va devoir faire appel à des gens, il y a des humanitaires, il y a des Syriens qui sont présents, c'est des personnes qui vont essayer depuis la France de l'aider à s'en sortir et à revenir saine et sauve en France. Je trouve le film très intéressant par rapport à son sujet et puis il a un casting français plutôt cool. Donc voilà, c'est un film que je recommande. C'est pas un sujet simple, c'est pas un film facile, mais c'est un film important et c'est un film d'actualité. Rebelle. Alors, j'ai beaucoup aimé la première demi-heure, je trouvais que c'était vraiment drôle et avec un humour noir qu'on voit assez peu dans le cinéma français, avec de très bonnes actrices, Cécile de France, Audrey Lamy et Yolande Moreau. Yolande Moreau, un trio improbable, mais un très beau trio. Au bout d'une demi-heure, il y a la mafia qui s'est rajoutée au film. Et là, j'ai été complètement larguée, mais vraiment, j'ai vraiment décroché comme ça. J'ai essayé de me remettre dedans, tout ça, j'ai vraiment n'arrivais pas à suivre. Et je trouve en plus que dans ce film, il y a pas mal de choses qui m'énervent, mais ça, c'est plus à titre personnel. Je pense par exemple à la violence sur les femmes. Non, il y en a vraiment beaucoup, et qu'il y a peut-être une quinzaine de baffes qui sont distribuées dans le film. C'est dur de rire de ça. Et en plus, je trouve qu'il y a une réaction d'un des policiers qui m'a énervée. Au bout d'un moment, il se rend chez l'une des héroïnes et elle venait de se faire tabasser par un mafieux avec sa mère. Et lorsqu'il arrive près de sa maison, c'est sa mère qui sort et le policier dit ok d'accord, vous donnerez ce message à votre fille et moi je m'en vais. Et le policier s'en va. Alors que la mère aussi est tabassée, c'est le visage, tout ça, et waouh, c'est horrible. Ben voilà, ça m'a énervé, comme il y a des trucs parfois qui peuvent énerver dans des films, c'est juste des détails qui m'énervent. En France, il y a une femme qui meurt tous les 2 jours de violence conjugale et voilà, moi ça me fait pas spécialement rire, même si c'est tourné sur l'humour noir, tout ça. Ça m'a pas plu. Le mystère Henri Pic. Alors là, on a un vrai film sur un mystère, celui de savoir qui a écrit ce bouquin qui
cartonne en France. Et c'est Fabrice Lucchini, du coup, qui interprète un critique littéraire, qui va mener cette enquête. Et là, pour le coup, par rapport à l'empereur de Paris et Vidocq, ben, il mène vraiment l'enquête, c'est-à-dire il cherche des preuves, il passe par des pistes, il va aux archives, il prend des photos, il interroge des gens, il essaie de regrouper tout ça, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et voilà, ben, je trouve le mystère qui fonctionne très bien. La révélation finale est un poil décevante, mais les acteurs sont top, c'est vraiment très intéressant, ça parle de littérature, de littérature russe en plus, c'est bien écrit. Après il y a juste... Moi j'ai un autre mystère par rapport à ce film, c'est par rapport à sa couleur bleue. Il y a... tout est... Dans chaque plan, il y a un élément en bleu, un peu bleu clair, un peu bleu perle comme ça. Pour vous dire à quel point c'est pas un détail anodin, même le logo Gaumont au début du film, il est en bleu, alors qu'habituellement il est en rouge. Du coup je sais pas pourquoi c'est en bleu. Je veux savoir. As! Alors, à la sortie du film, je me suis dit, non, le scénario est quand même vachement compliqué, il y a une coupe quelque part, je vais réfléchir longtemps pour me dire, non, il y a une incohérence par rapport au personnage, par rapport à l'histoire, par rapport aux éléments que le réalisateur a mis dedans. En fait, pas du tout, c'est vraiment trop bien écrit, c'est complètement fou d'avoir réussi à faire un scénario aussi compliqué et qu'on puisse le comprendre sans que ce soit simplifié, sans que ce soit bête, c'est juste que c'est logique. Par exemple, le personnage, le double de la nana, est le seul capable de parler. Les autres font des bruits bizarres, et elle est seule capable de parler, et elle parle d'une façon très étrange, tu vois. Mais en fait, je me dis que comme il vivait dans un monde où personne ne parle, tout le monde fait des grognements pour s'exprimer, bah du coup ça explique pourquoi elle a cette espèce d'accent bizarre un peu sauvage, on va dire. Et il y a évidemment d'autres explications, mais je vais pas en dire trop, puisque c'est vraiment un film qu'il faut voir sans être spoilé. Du moins, je vous souhaite de ne pas être spoilé pour comprendre, pour pouvoir apprécier vraiment tout le mystère du film, quoi. C'est vraiment top. J'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un de mes films préférés et j'aimerais beaucoup le revoir dès que je peux. Grâce à Dieu, c'est un film sur une histoire vraie qui continue encore d'être dans nos médias aujourd'hui, sur une affaire de pédophilie en France et par rapport à l'église, qui est narré par François Ozon, qui est un excellent réalisateur. Je vous recommande de voir d'autres de ses films, comme Lui femme, Une nouvelle amie, qu'est-ce que j'ai vu d'autre de lui que j'avais beaucoup aimé. Il avait fait par exemple France, enfin vraiment des très bons films. Il n'y a pas d'images choquantes dans le film. On voit des flashbacks sur les enfants, tout ça, mais on les voit pas se faire toucher ou être en pleurs ou quoi que ce soit. On les voit être emmenés en fait par le prêtre pédophile. C'est terrible parce qu'en fait, c'est pas la question n'est pas sur ce prêtre pédophile, c'est vraiment la question de savoir est-ce que l'Église était au courant des agissements de ce prêtre et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cherché à le retirer, à éviter qu'il soit en contact avec des enfants. Parce qu'en fait, lorsqu'il y a une affaire comme ça, bah, il déplaçait en fait le prêtre. Voilà, il devait partir, mais il s'occupait de notre paroisse avec d'autres enfants. Et c'est pas normal de laisser évidemment des enfants en contact avec un pédophile. Voilà, l'histoire elle est terrible et le film en fait se base beaucoup sur les témoignages des différentes personnes qui ont été touchées. Et du coup, ben, on les voit adultes avec leur vie d'adulte, qui ils sont très différents les uns des autres. C'est un film terrible, mais terriblement important et que je vous recommande de voir. Dumbo, moi je trouve que c'est un très bon Burton et que c'est un excellent remake Disney en version live. En fait, c'est un film qui réécrit complètement l'histoire de Dumbo et j'ai plus l'impression en fait qu'il fait des références ou des clins d'œil à l'ancien film. Par exemple, la souris qui aide dans le premier film, dans le dessin animé Dumbo, avec sa plume, en lui donnant une plume magique pour pouvoir s'envoler, tout ça. Là, dans le film, on la voit une ou deux fois. On la voit pas parler, on la voit pas en contact avec Dumbo, par exemple. Et voilà, je trouve ça très cool. Après, il y a quand même des éléments qui me déplaisent, qui a beaucoup de défauts. Je pense par exemple au début du film, on a des fonds verts et on a le petit train, comme dans le dessin animé, qui est très connu. Et c'est des fonds verts dégueulasses. Oh, c'est immonde. On dirait des fonds verts du début des effets spéciaux des années 2000, entre 2001 et 2005. Vraiment, c'est trop moche pour un film de 2019. Mais c'est en fait les premiers plans, et ensuite ils ont dû mettre tout le budget des effets spéciaux sur Dembo pour pouvoir l'animer, tout ça, et je trouve que Dembo fonctionne plutôt bien. Voilà, après aussi ce qui est cool, c'est
tout l'univers de Tim Burton qu'on peut retrouver dedans. Par exemple, je pense à toute la séquence dans Dreamland où Tim Burton s'est repris Disneyland, mais à sa sauce, donc c'est-à-dire version cauchemar, comme il avait repris le Noël version cauchemar pour l'étrange Noël de Monsieur Jack, même si c'est pas lui qui l'a réalisé, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui l'a imaginé. En plus, on peut voir dans ce film d'anciens acteurs des films de Tim Burton, des vieux films de Tim Burton, qui sont même réunis littéralement dans la même loge. Il y a Danny DeVito, le pingouin de Batman le défi et dans Big Fish, où il jouait déjà un mec de cirque. On a Michael Keaton, donc Batman et Beetlejuice évidemment. Et ensuite nous avons Alan Arkin. Donc Alan Arkin, si vous vous souvenez, c'est le papa dans Édouard Main d'Argent, qu'on revoit là comme ça. C'était le plus inattendu. Mais ça fait plaisir quand on apprécie l'ancien Burton. Donc voilà, je trouve que c'est un peu un Tim Burton qui revient aux sources, qui redevient burtonesque, on va dire. Let's Dance. Alors, c'est un film sur la danse, mais je trouve que la danse n'est pas assez mise en avant. En fait, lorsqu'il y a des séquences de danse, le montage fait qu'on voit pas suffisamment les mouvements des acteurs. C'est-à-dire que c'est très cuté, ça va faire des effets de ralenti, d'accélérer, des trucs comme ça, plus pour donner du style, et du coup ça fait que les séquences de danse sont moins prenantes, elles ont moins d'histoire en fait à raconter. Je pense par exemple en comparaison avec le film Billy Elliot. Voilà, Billy Elliot, il a quelques séquences de danse lui aussi, et je trouve que dans la chorégraphie et dans la mise en scène, ces séquences à lui racontent beaucoup plus de choses que dans les Let's Dance. Voilà, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Je pense que si je l'avais vu quand j'étais ado, j'aurais beaucoup aimé le film, pour plein de raisons. Hilo, l'Odyssée en Laponie. C'est un documentaire animalier sur un renne en Laponie qui fait du coup une espèce de migration de son groupe de rennes. Voilà, c'est un très beau film avec de très belles images. Moi j'y suis allée parce que j'adore ça. Et voilà, il y a des trucs très mignons dans le film, il y a des scènes quand même assez sombres. Et voilà, c'est un film à voir en famille, facilement, et en plus ça nous apprend des choses. Il y a forcément la petite morale écologie au milieu du film, mais en même temps, est-ce qu'on peut faire aujourd'hui un film sur la nature sans dire que l'homme est en train de tout détruire et qu'il est en train de tout désorienter en fait. Même dans le début du film par exemple, le renne, la maman de Hilo, qui accouche beaucoup trop tôt en fait par rapport à sa gestation, parce qu'en fait les températures changent tellement que les rennes ne savent plus en quelle saison ils sont et qu'ils savent plus quand il faut accoucher. Et du coup elle accouche trop tôt et ça fait qu'il y a beaucoup de rennes qui meurent de façon prématurée parce que il fait beaucoup trop froid pour qu'ils puissent survivre. C'est tout con comme truc, mais c'est vrai que le fait que la température augmente et change fait que les animaux sont désorientés par rapport à ça. C'est terrible. La chute de l'Empire américain. C'est un film québécois avec des personnages qui n'ont rien à voir ensemble, qui sont assez improbables et qui se retrouvent en fait à devoir gérer une grosse somme d'argent qui n'est pas à eux et qu'ils doivent cacher. J'ai trouvé en fait que ce film ressemble à un épisode de série, mais au cinéma, et où il n'y a pas de suite, il y a rien avant, il n'y a rien après. Voilà, c'est ça. Le seul truc que j'ai trouvé à dire sur ce film, parce que je sais pas en fait quoi dire sur ce film, je sais pas si je l'ai aimé, je sais pas si je l'ai détesté, je sais pas si j'ai trouvé des trucs intéressants, je sais pas quoi en penser. C'est vraiment bizarre comme sentiment. Shazam! C'est le nouveau film de DC Comics. Je n'ai pas compris qui était le vrai Captain Marvel entre lui et Captain Marvel, mais les personnages sont tellement différents qu'au fond on s'en fout un peu. D'un côté, on a une femme avec une histoire un peu d'extraterrestre, tout ça. De l'autre, on a un ado qui utilise des pouvoirs attribués par un magicien dieu, tout ça. Voilà, c'est quand même très différent. Donc voilà, on s'en fout. C'est un film un peu teen movie avec un humour voilà, qui plaît beaucoup aux ados, avec pas mal de second degré, pas mal de gags, franchement réussi, j'ai bien rigolé devant le film, et c'est compréhensible par rapport au fait que le héros principal c'est un adolescent, et en fait je pense que c'est un peu le Spider-Man de DC Comics. Voilà, pour donner un petit peu un ordre d'idée. Et voilà, le méchant est plutôt réussi, même si voilà, c'est une espèce de créature voilà, qui représente des péchés capitaux, tout ça. C'est des choses qu'on a déjà vues, donc... Mais le méchant en lui-même, il est plutôt réussi. Après, je trouve qu'il y a quand même 20 minutes en trop, et qu'il y a un gros décalage en fait avec le personnage principal. Lorsqu'il est ado, il est vachement introverti, et lorsqu'il est en super-héros, il est vachement extraverti. Du coup, ça fait que j'ai du mal à me dire, mais attends, mais c'est vraiment le même personnage? Voilà, il y a un truc qui fait que j'accroche pas. Mais voilà, c'est une bonne surprise, parce que vraiment, la bande-annonce me donnait pas du tout envie. Chamboule tout. J'ai pas aimé. C'est un petit mouchoir, mais avec rien pour lui.
c'est vraiment mauvais. Les personnages ne font que parler de cul et du fait de vouloir tromper son partenaire, tout ça. Ça pourrait être un enjeu, l'infidélité dans un film, pourquoi pas. Sauf que là, c'est même pas un enjeu, c'est même pas un obstacle, c'est rien du tout. C'est juste une anecdote, c'est juste pour faire une blague. Et voilà, ça m'a énervé, j'ai trouvé ça nul. Et c'est pas de la mauvaise foi pour dire c'est des acteurs nuls, tout ça. Non, non, les acteurs, je les aime beaucoup. Il y a Michael Youn, il y a José Garcia, il y a Alexandra Lamy. Voilà, eux, je les aime beaucoup. Et dans d'autres films, ils sont très très bons. Mon bébé. Un peu comme pour Ben is Back, je voulais pas vraiment voir ce film, mais je me serais privée en fait d'un très bon film si je l'avais pas vu en fait. C'est un beau film sur la maternité, sur le passage à l'âge adulte, sur le fait d'avoir tous ces enfants qui quittent la maison, tout ça, qui est très sympa, qui est très cool à regarder. En plus, Sandrine Kiberlin, elle est géniale. Rien que pour Sandrine Kiberlin, il faut voir ce film, les amis. Je pense que ce film, il a tout pour être aussi culte que LOL. Le vent de la liberté. C'est un film allemand qui se passe durant la guerre froide, du coup avec l'Allemagne qui est coupée en deux, d'un côté l'Allemagne de l'Est, du côté des communistes, tout ça, et de l'autre côté l'Allemagne de l'Ouest, sous la direction des États-Unis, tout ça, un peu plus libéral. Deux familles veulent quitter du coup l'Allemagne de l'Est pour l'Allemagne de l'Ouest, pour avoir plus de droits, pour fuir cette ambiance un peu paranoïaque qu'il pouvait y avoir en Allemagne de l'Est à cause de la Stasi, qui était une police secrète qui pouvait vous mettre sous écoute, et vraiment ils sont horribles. Genre, ils savent tout de vous. Je vous recommande d'ailleurs de voir l'avis des autres, qui montre très bien comment fonctionnait la Stasi à cette époque. Et pour passer la frontière, ces deux familles vont fabriquer une montgolfière. Une montgolfière, on regarde. Sauf qu'au début du film, ils font un premier essai et ils se ratent. Et du coup, ça fait que la Stasi est au courant qu'il y a une famille qui cherche à passer la frontière avec une montgolfière. Et du coup, ils vont surveiller au maximum pour pouvoir trouver ces personnes et les mettre en prison, les séparer, les torturer peut-être aussi. C'est possible. C'est un film que je recommande parce que voilà, on a rarement l'occasion de voir des films allemands au cinéma. Et c'est pas parce que c'est allemand que c'est mauvais, c'est au contraire, c'est assez intéressant du coup d'avoir leur point de vue à eux plutôt que d'avoir des films américains qui racontent des histoires qui s'est produit en Allemagne. En plus, il a tout un travail sur la tension, sur le suspense, ça ressemble beaucoup à un Hitchcock en fait, je trouve. Mon inconnu, je pense que c'est le film avec la plus belle histoire d'amour que j'ai pu voir au cinéma depuis La La Land. J'ai beaucoup aimé, dans la salle les gens ont énormément ri, parce que c'est un film qui est bien écrit, qui est drôle, qui est par rapport à ses dialogues, par rapport à ses personnages, par rapport à ses situations aussi. Alors vraiment, c'est un très beau film que je vous recommande d'aller voir au cinéma, parce que voilà, il faut, comme pour Le Chant du Loup, comme pour Edmond, il faut aller voir ces bons films français pour pouvoir encourager les productions françaises à faire ce genre de film. C'est vraiment trop bien. Et voilà, c'est trop bien écrit, c'est une très belle histoire. Le scénario est original, la fin elle est réussie, les acteurs ils sont bons. Donc voilà, c'est vraiment un film que je vous recommande d'aller voir au cinéma pour pouvoir encourager le cinéma français tout simplement. Raoul Tabura. Alors ce film, je l'ai déjà vu J'avais déjà fait une critique sur ce film pour ma vidéo sur le festival de Cabourg, mais je réitère mon avis dessus. C'est un très bon film, c'est un film qui est sympa et qui est familial, voilà, c'est un film qui est politiquement correct, sans pour autant être gnangnan ou moralisateur. Voilà, c'est très sympa, c'est très mignon, et ça peut plaire autant aux plus jeunes que à nos grands-parents même. Voilà, c'est du 7 à 77 ans, hyper facilement. Et je trouve que c'est assez rare d'avoir au cinéma des films où on peut emmener nos enfants, qu'on peut aller voir avec nos parents sans qu'ils s'ennuient, sans qu'il y en ait un qui s'ennuie ou qui comprenne pas, ou voilà, ou que ce soit pas son délire tout simplement. Ah, c'était long. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, donc sur ces 40 films vus en avis très bref. C'est vrai que j'ai essayé d'être la plus concise possible, mais c'est difficile, voilà, des fois on a envie de dire des choses quand même sur des films. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de certains films, si vous avez un avis différent, si voilà, vous avez même peut-être des films à me recommander qui sont sortis en début d'année et que j'ai raté et que je devrais absolument rattraper parce que c'est trop bien. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, même pour dire ce que vous voulez. À partager la vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.